Bonjour, alors seconde vidéo sur les mouvements à force centrale conservative. Donc rappelons que dans la première vidéo, on a d'abord regardé l'énergie potentielle associée à différentes forces centrales, et puis ensuite en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, eh bien, on en a déduit des relations entre la vitesse de l'objet et son éloignement du point central, là où il y a l'objet massif qui soit attire, soit repousse l'objet d'intérêt. Et puis ensuite, on a appliqué le théorème du mouvement cinétique, ou loi du mouvement cinétique, et puis ça nous a permis de montrer non seulement que le mouvement était plan, mais également la loi de Kepler, qui est la loi sur la vitesse aréolaire, donc le fait que le vecteur position du système qui nous intéresse balaye une même surface pour un même intervalle de temps. Donc c'est déjà des informations intéressantes, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer théorème de l'énergie cinétique et loi du mouvement cinétique, pour en déduire encore un autre type d'information. Et on va voir qu'ici, ça va nous permettre d'anticiper si, pour certaines conditions initiales que possède l'objet d'intérêt, eh bien, le mouvement est d'une certaine nature ou d'une autre. Donc notamment, on va voir la notion d'état lié et d'état libre. Et pour cela, eh bien, on va être amené à définir une énergie potentielle effective. Alors voyons tout ça. Alors déjà, on va partir de l'expression de l'énergie mécanique. Donc on a vu que la force centrale était conservative, bien, cette énergie mécanique se conservait. Et donc on va l'exprimer à chaque instant. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus la somme des énergies potentielles. Ici, il n'y a qu'une seule force, donc une seule énergie potentielle. L'énergie cinétique, dans tous les cas, c'est toujours 1/2 de mv carré, ça c'est quelles que soient les forces, hein, ça c'est juste l'énergie liée au mouvement. Et l'énergie potentielle, elle est associée à la force. Et donc, ici, je reste très général, hein, je ne précise pas de quelle force centrale je parle, donc je vais simplement l'écrire énergie potentielle, et préciser que cette énergie potentielle dépend uniquement de la distance entre les deux objets. Et vu qu'on est dans un mouvement plan, donc on prend le repère cylindrique, et donc cette distance, c'est ρ. Donc là, pour l'instant, j'ai rien fait. Je vais, du coup, également préciser la vitesse, son expression, dans les coordonnées cylindriques. Alors, comme on l'a déjà vu et revu, donc pour exprimer la vitesse, il suffit de repartir, si on ne se souvient pas par cœur, de l'expression de la vitesse ou de l'accélération en coordonnées cylindriques. Donc il suffit de repartir du vecteur position à un instant quelconque. Donc on a là, on a le point M qui est là. Hop. Donc on a euro comme ça, on a e phi comme ça. Donc le vecteur position, c'est uniquement la distance ρ dans la direction euro. Ici, pour un mouvement a priori quelconque, eh bien ρ dépend du temps, et euro également, puisque lorsque le point M se déplace, euro tourne pour suivre le point M. Donc lorsque je souhaite exprimer la vitesse dans ces coordonnées, eh bien j'ai ici deux fonctions du temps, donc lorsque je dérive pour avoir la vitesse, eh bien ça va me donner ρ point euro plus ρ fois euro point. Et euro point, on l'a à nouveau vu et revu, c'est la vitesse angulaire phi point dans la direction qui fait plus pi sur 2, c'est-à-dire dans la direction e phi. Voilà, donc je pourrais aussi exprimer l'accélération, mais ça on verra dans la prochaine vidéo, lorsqu'on va appliquer le PFD. Ici, l'accélération n'entre pas en jeu. Donc, dans l'énergie cinétique, ce n'est pas le vecteur vitesse qui rentre en jeu, mais la norme de la vitesse, donc je peux la déduire. La norme de la vitesse au carré, eh bien, vu qu'ici je suis dans un repère orthonormé, eh bien c'est ρ point carré plus ρ carré phi point carré. Donc je vais pouvoir remettre ça là-dedans. Donc l'énergie mécanique, en fonction des coordonnées du système, ça va être 1/2 de m fois ρ point carré. Donc ça, c'est la vitesse radiale au carré, puisque ça, donc c'est la vitesse radiale, et ça, la vitesse orthoradiale, plus 1/2 de m fois la vitesse donc orthoradiale, qui est ρ carré phi point carré lorsqu'elle est au carré, plus l'énergie potentielle de la force centrale qui ne dépend que de ρ. Bon,
a priori, on ne voit pas trop à quoi ça peut servir pour l'instant d'avoir exprimé l'énergie mécanique dans le système de coordonnées cylindriques, mais on n'a toujours pas utilisé la conservation du moment cinétique. Donc le moment cinétique, rappelons-le, le moment cinétique par rapport au point central, là où il y a l'objet central massif, eh bien c'est m rho carré phi point. Et ça à chaque instant t, et du coup c'est une constante. Donc la norme, ou on va dire la composante selon z, du moment cinétique, c'est m rho carré phi point, et donc c'est une constante. Alors cette constante, on peut l'appeler par exemple grand C. Bon, selon, si vous regardez d'autres cours, ça peut être grand C, ça peut être m fois grand C, ça peut être m grand C sur 2, ça dépend de ce qu'on a envie de poser. En tout cas ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est constant. Du coup, en fait, on voit que phi point intervient dans le moment cinétique qui est constant et intervient également dans ce terme-là. Donc en fait, l'énergie mécanique ici s'exprime avec ρ point, ρ et phi point, puisque ρ ici, enfin, l'énergie potentielle ne dépend que de ρ. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est diminuer ici l'expression de l'énergie mécanique d'une variable. En effet, si j'exprime phi point en fonction de LO, ou L0, on peut l'appeler puisque c'est une constante, eh bien phi point c'est égal à LOZ sur m rho carré. Et donc phi point carré, bah, ça va être tout ça au carré. Donc ça, puissance 4. Et donc je peux remplacer phi point carré dans cette expression, et j'obtiens énergie mécanique est égale à 1 demi de m rho point carré, plus 1 demi de m, fois rho carré, mais ici j'ai rho puissance 4, donc ça va se simplifier, fois phi point carré qui est là, donc fois LOZ carré sur m carré rho carré, donc à cause de la simplification ici, et je peux également simplifier 1m. Voilà, et donc finalement, je peux écrire l'énergie mécanique sous cette forme-là, puisque ρ point c'est la vitesse radiale. Donc l'énergie mécanique, c'est 1 demi de m fois la vitesse uniquement radiale au carré, plus 1 sur 2 fois la masse fois le moment cinétique au carré, puisque ici je n'ai pas besoin de rappeler que c'est selon z, puisque c'est la norme, au carré sur la distance au carré à l'instant considéré, plus l'énergie potentielle à la distance à l'instant considéré. Et donc on voit qu'ici, finalement, l'énergie mécanique, qui est une constante, donc qui vaut par exemple l'énergie mécanique initiale, eh bien elle ne dépend que de ρ et de sa dérivée temporelle, donc de ρ et de ρ point. Alors qu'ici, ça dépendait de ρ point et de phi point. Donc en fait, l'avantage, c'est que on a diminué le nombre d'inconnus, entre guillemets, le nombre de variables. Il n'y a que ρ et sa dérivée temporelle. Et bien ça va nous permettre d'étudier la nature du mouvement très simplement. Et alors ce qu'on fait en général, c'est que, vu que ces deux termes-là ne dépendent que de ρ, eh bien on va les mettre ensemble. Et vu que ça a la dimension d'une énergie, eh bien ces deux termes qu'on met ensemble, eh bien on va les appeler l'énergie potentielle effective qui ne dépend a priori que de la distance au centre. Donc on en déduit, l'expression de cette énergie potentielle effective, c'est 1 sur 2 fois la masse fois le moment cinétique au carré sur la distance au carré, plus l'énergie potentielle qui dépend que de la distance. Et donc, dans chaque cas, eh bien, cette énergie potentielle, elle aura une certaine expression, et donc on pourra la donner dans cette énergie potentielle effective. Alors, à quoi ça va nous servir? On va le voir juste après, mais quand même une petite remarque très importante, c'est qu'on a l'impression du coup que ça ne dépend pas du tout, ici, cette énergie potentielle effective, de phi point. Mais alors attention, parce que le moment cinétique, lui, dépend de phi point. En fait, le moment cinétique, si on le prend comme étant sa valeur au départ, puisque c'est une constante, donc on peut prendre sa valeur au départ, eh bien, au départ, ça va être m fois la distance de départ au carré, ρ carré, fois phi point initial. Donc ce moment cinétique dépend bien de la vitesse angulaire
au départ. Et donc ça veut dire que pour deux mouvements avec des conditions initiales différentes, eh bien le moment cinétique ne sera pas forcément le même. Et donc même si vous avez la même situation physique avec la même énergie potentielle, liée à la force centrale, eh bien l'énergie potentielle effective, pour l'objet dans ces deux situations au même endroit, donc à la même distance, eh bien l'énergie potentielle effective ne sera pas forcément la même, parce que le moment cinétique ne sera pas forcément le même. Alors c'est un petit peu, c'est pas évident parce que ici on dit que ça dépend que de ρ, mais ça dépend aussi du moment cinétique initial. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette énergie potentielle effective ne dépend que de ρ pour une situation donnée. C'est-à-dire, j'ai un objet, une condition, enfin, un couple de conditions initiales. Du coup, ce couple de conditions initiales, ça va imposer la valeur du moment cinétique. Donc, m fois ρ0 carré fois phi point 0. Donc, ça donne le moment cinétique initial. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand les conditions initiales sont bien posées, eh bien, l'objet va se déplacer, par exemple, sur une trajectoire elliptique. Et là, à ce moment-là, l'énergie potentielle effective ne va effectivement dépendre que de sa distance à l'objet massif. Mais, si vous changez les conditions initiales, donc vous prenez une autre situation avec d'autres conditions initiales, et bien à ce moment-là, l'énergie potentielle effective ne sera pas la même. Si la vitesse angulaire initiale n'est pas la même, donc le moment cinétique initial n'est pas le même. Donc c'est important parce que, on voit notamment dans certains bouquins, qu'on prend différentes valeurs de l'énergie mécanique, comme on va le faire nous aussi, mais on prend la même courbe de l'énergie potentielle effective, alors que l'énergie potentielle effective dépend directement des conditions initiales. Bon. Je vais en reparler avec les courbes, ce sera sûrement plus clair. Juste avant, donc voyons comment on fait pour parler de la nature du mouvement. Alors déjà, qu'est-ce que la nature du mouvement? Eh bien, comme on va le voir, on va pouvoir séparer les mouvements dans un champ de force centrale en deux états. Le premier, c'est donc l'état lié. Ça porte bien son nom. Hein. Le couple d'objets va être dans un état lié si en fait les deux objets restent toujours dans le voisinage l'un de l'autre. C'est-à-dire que la distance mutuelle ne sera jamais infinie. Bon, par exemple, on voit bien un électron avec son noyau. Eh bien, tant qu'il lui arrive rien et que l'atome n'est pas ionisé, eh bien l'électron reste autour de son noyau, alors plus ou moins près, mais il reste toujours dans son voisinage. Donc, l'électron, dans son état fondamental, est dans un état lié. Il n'a aucune raison d'aller à l'infini. Et puis donc l'autre état, c'est ce qu'on appelle l'état libre. Là aussi, ça porte bien son nom. À ce moment-là, le système qui nous intéresse, eh bien, il peut aller à une distance infinie par rapport à l'objet massif. Donc il est libre, il n'est pas obligé de rester autour, pas obligé de rester proche. Il peut aller à l'infini si on lui en laisse le temps. Et donc, ces deux états c'est important de savoir si pour un couple de conditions initiales, eh bien, on est dans l'un ou dans l'autre. Parce que par exemple, si on veut envoyer un satellite autour du Soleil, eh bien, il va falloir que ce satellite, via sa fusée, eh bien, se libère de la gravité terrestre. Donc il va falloir que ce satellite soit dans un état libre par rapport à la Terre, pour ensuite aller visiter par exemple le Soleil ou autre chose. Au contraire, si vous voulez un satellite d'observation autour de la Terre, eh bien ce satellite-là va devoir bien être dans un état lié pour qu'il reste autour de la Terre et qu'il tourne et fasse des mesures autour de la Terre. Donc c'est très très important de savoir le lien entre les conditions initiales et état libre ou état lié. Alors comment on fait? Donc évidemment on va utiliser ce qu'on a vu il y a quelques minutes. Donc ce qu'on a vu, c'est que l'énergie mécanique se sépare entre une partie qui dépend de la vitesse radiale au carré, donc 1,5 de m ρ point carré, et puis donc cette fameuse énergie potentielle effective qui dépend a priori que de ρ, avec la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Or, cette énergie mécanique, elle est constante, donc elle est égale à l'énergie mécanique de départ, et ce terme-là est forcément supérieur ou nul. Donc, ça veut dire que l'énergie mécanique est forcément supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective. Forcément. Tous les points
qui vont être atteints pour une certaine énergie mécanique, puisqu'elle est donnée au départ, se conserve. Donc pour une énergie mécanique donnée via les conditions initiales, eh bien, cette inégalité va nous permettre de savoir quelles sont les distances visitées ou visitables par le système qui nous intéresse. Donc ce que je dis ici, ce sont les distances atteignables par l'objet. Si l'énergie mécanique est strictement supérieure à l'énergie potentielle effective, ce terme-là est strictement supérieur à 0, donc à cet endroit-là, le système possède une énergie cinétique radiale, donc une vitesse radiale. Et puis si l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective, eh bien ça veut dire que ce terme-là est nul, donc le système n'a pas de vitesse radiale, il n'a qu'une vitesse orthoradiale. Donc on a pas mal d'informations. Donc voyons sur des exemples. Donc premier exemple, c'est l'exemple de la diffusion de l'électron. Donc une force centrale mais répulsive. On avait vu dans la première vidéo l'expression de l'énergie potentielle, là voilà, donc elle est forcément positive. Et donc l'énergie potentielle effective, qui est l'énergie potentielle plus ce terme-là qui est forcément positif aussi, et bien donc cette énergie potentielle effective sera pour tout point positive. Donc ici c'est un exemple d'énergie potentielle effective en fonction de ρ, et donc on a bien quelque chose qui est toujours positif et ici qui tend vers 0. Donc supposons que notre objet, il ait des conditions initiales qui lui donnent une certaine énergie mécanique au départ, et donc cette énergie mécanique, imaginons qu'elle vale ça. Donc je fais une ligne horizontale puisque l'énergie mécanique, elle est constante. Donc l'énergie mécanique, on va dire 0. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien, vu que ça c'est l'énergie potentielle effective, on a vu que les seules distances atteignables sont celles pour lesquelles l'énergie mécanique est supérieure à l'énergie potentielle effective. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, cette zone-là, dans cette zone-là, eh bien, l'énergie mécanique est plus petite que l'énergie potentielle effective. Donc, en fait, ça va nous donner une zone interdite pour cette énergie mécanique. Vous savez que votre système n'atteindra jamais ces distances. Il ne se rapprochera jamais à ces distances de l'objet central. Ensuite, ça vous donne ici eh bien, la distance minimale, puisque voilà, c'est la distance la plus proche atteignable. Et comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, à cette distance, l'objet n'aura qu'une vitesse orthoradiale. Partout ailleurs, il aura une vitesse également radiale. Et justement, tac, cette quantité-là, eh bien, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle effective. Et ça, on l'a vu, c'est 1/2 de m rho point carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que l'objet, et ça se comprend bien physiquement, l'électron, il va se rapprocher de l'ion négatif, mais il subit tout le temps une force répulsive. Donc, il va freiner, 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 et puis à un moment donné, il va repartir. Et il va repartir à l'infini et au-delà. Donc très clairement, on a ici un état lié. Et en repartant, eh bien, on voit que la distance, la quantité entre l'énergie mécanique et l'énergie potentielle effective eh bien, augmente. Donc ça veut dire que ce terme-là augmente, donc la vitesse radiale augmente. Donc lorsque l'électron s'éloigne de plus en plus de l'ion négatif, eh bien, il s'éloigne en accélérant de plus en plus. Donc sa vitesse radiale augmente jusqu'à une certaine asymptote, puisque là on voit que la quantité tend vers une valeur asymptotique. Voilà. Du coup, si on donne une énergie mécanique plus grande, donc par exemple on lui donne une plus grande vitesse au départ, alors je répète ma remarque, hein, attention, l'énergie potentielle effective peut être différente si vous changez la vitesse orthoradiale au départ. Donc là je vais faire l'hypothèse que je change uniquement la vitesse radiale de départ. Du coup, le moment cinétique reste le même, donc l'énergie potentielle effective a la même forme, elle est pareille. Donc si je donne une énergie mécanique plus grande, eh bien, on a le même raisonnement, les mêmes conclusions, mais eh bien, on voit que la distance minimale
eh bien ici, tac, 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 ça c'est la distance minimale dans le second cas, eh bien elle est plus faible. Ben, ça on peut le comprendre, si l'électron il arrive plus vite, eh bien il va pouvoir plus se rapprocher de l'ion négatif avant que la répulsion se fasse et qu'il reparte. Voilà, donc ici on a forcément, alors vous l'avez sûrement remarqué, j'ai écrit le contraire de ce que j'ai dit, donc on a forcément un état libre, quelle que soit la valeur de l'énergie mécanique de départ. Simplement, selon cette valeur, eh bien, la distance minimale d'approche sera plus ou moins grande, et la vitesse ensuite, lorsque l'objet s'est éloigné, sera elle aussi plus ou moins grande. Donc conclusion, ici, toujours des états libres. Alors maintenant, le cas de l'objet accroché à un ressort. Donc voilà l'énergie potentielle, et voilà donc la courbe de l'énergie potentielle effective pour un certain couple de conditions initiales. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque qu'ici, eh bien la courbe, elle est on va dire en puits un petit peu. Du coup, je fais le même raisonnement, donnons une énergie mécanique. Donc cette énergie mécanique est toujours constante. Donc je vais l'appeler à nouveau EM0. Donc même raisonnement, il faut absolument que l'énergie mécanique soit plus grande que l'énergie potentielle effective. Donc en fait, ici, hop, ici, on a une zone interdite. Peut-être que vous avez la petite musique zone interdite. Bref. Donc voilà une nouvelle zone interdite. Et donc on voit que, eh bien ici, le système, il est obligé eh bien, d'être contenu entre deux distances, une distance min et une distance max. Alors attention, ça ne veut pas dire que forcément, il est, selon un mouvement, dans une seule direction. C'est-à-dire qu'il peut tourner en faisant un mouvement type ellipse, mais en tout cas, il aura forcément une distance min, une distance max. Il ne pourra jamais aller au-delà de cette distance max, et il ne pourra jamais se rapprocher au-delà de cette distance min. Et ça, c'est vrai, même si je donne une autre énergie mécanique de départ. Par exemple, si je donne une énergie mécanique plus grande, donc l'objet qui est accroché au ressort, je lui donne une vitesse plus importante, alors une vitesse radiale plus importante, hein, pour que l'énergie potentielle effective ne change pas, eh bien en fait j'ai les mêmes conclusions. Simplement, qualitativement, comme tout à l'heure, il va pouvoir se rapprocher un peu plus près, le ρ min il est là, et il pourra aller un peu plus loin, le ρ max est là. Donc la zone interdite est un petit peu repoussée, donc il y a une zone d'existence, entre guillemets, un peu plus importante. Mais à nouveau, l'objet il est coincé entre une distance min et une distance max. Donc quelles que soient les énergies mécaniques de départ. Donc, conclusion, on a ici forcément des états qui sont liés. Notre système d'intérêt ne peut pas aller à l'infini. Alors, il y a une énergie mécanique intéressante, c'est celle-là. Un peu particulière, c'est celle-là. Alors, ça paraît bizarre parce que du coup, la seule distance possible, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Alors, comment interpréter? Là, il n'y a pas de ρ min et de ρ max, il n'y a qu'un seul ρ possible. Alors, je vais l'appeler ρ cirque, on va voir tout de suite pourquoi. Eh bien, parce que, du coup, lors du mouvement, eh bien, le seul ρ possible, c'est celui-là. Donc, un mouvement pour lequel la distance par rapport au centre doit rester la même, eh bien, c'est un mouvement circulaire. Donc, en fait, lorsque vous avez un objet qui est relié, avec les hypothèses qu'on avait faites dans la première vidéo, par un ressort, eh bien, si vous lui donnez pile poil la bonne vitesse par rapport à sa distance de départ, et si cette vitesse est orthoradiale, eh bien, vous allez avoir un mouvement circulaire. Alors ça, on peut le retrouver dans le cas de la force de gravité. Donc ici, on a une comète. Alors, ici, quand même, il y a une différence avec le ressort, c'est que l'énergie potentielle effective tend vers une asymptote horizontale qui est ici 0. Donc en fait, l'énergie potentielle effective, elle n'augmente pas comme ça. Donc on se rend bien compte que si la comète a une énergie mécanique comme ceci, eh bien la comète, ça veut dire que
elle n'est pas dans un état lié. Parce qu'elle va avoir une distance minimale d'approche, ici, donc elle ne pourra pas s'approcher plus, mais par contre, elle peut retourner à l'infini. Enfin, retourner ou aller à l'infini. Donc dans ce cas-là, eh bien, on est dans un état libre. Alors les comètes, elles tournent autour du Soleil, hein, et du coup, ça serait le cas d'une comète, par exemple, qui viendrait d'en dehors du système solaire. Donc viendrait d'un autre système solaire. Et si je ne dis pas de bêtises, on a déjà mesuré, on a déjà observé ce genre de comète. Alors comment on fait pour le savoir? En fait, on essaye de trouver les caractéristiques de sa trajectoire. Et si sa trajectoire elle est hyperbolique, parce que, alors ça on ne va pas le démontrer dans ce cours, c'est au-delà, mais lorsque on a un état libre, dans le cas d'un problème de gravité, eh bien à ce moment-là, la trajectoire elle est hyperbolique. Voilà, alors je ne sais plus si c'était une comète ou un astéroïde, mais en tout cas voilà, on a déjà observé des objets extrasolaires. Alors ensuite, si l'énergie mécanique, elle est plus petite que 0, par exemple ici. Hop. Et bien en fait là, on peut refaire l'analyse du ressort. On voit que l'objet, il est forcément compris entre deux distances, une distance minimale et une distance maximale. Et donc ça, on le sait, hein, ça va être le cas lorsque l'objet fait une trajectoire elliptique. Donc une ellipse, hein, c'est un périgée, une apogée, ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est un endroit où la distance est la plus petite et l'apogée, l'endroit où la distance est la plus grande du foyer, qui par exemple pour une comète serait le Soleil. Voilà, donc là, rien de révolutionnaire, mais ça permet voilà, de comprendre pourquoi il y a des états liés, des états libres. Et j'ai refait la même erreur que tout à l'heure, excusez-moi, donc ça c'est un état libre. Et ici donc état lié. Hop. Voilà, et puis comme pour le ressort, on a cette énergie mécanique très particulière, pour laquelle il n'y a qu'une seule, une seule distance qui est possible, et donc ça va correspondre au cas du mouvement circulaire qui sera développé dans une prochaine vidéo. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, donc on a pu voir qu'en utilisant en même temps le TEC et le TMC ou la LMC, eh bien, on était capable de discuter de la nature du mouvement de l'objet, quelle que soit la force centrale conservative.